L'enfant, écrit par Jules Vallès, lu par Équilivre, livre audio. Chapitre 10. Braves gens. Je pourrais à peine dire comment était fait l'appartement dans lequel nous entrâmes, ainsi que je l'ai compté, avec bris de cadre, clignotement de réverbères et raccommodement posthume, si posthume est le mot. À peine étions-nous installés qu'un grand événement arriva. Ma mère dut repartir pour recueillir ou soigner une succession, celle de la tante Agnès peut-être, et je restai seule avec mon père. C'est une vie nouvelle. Il n'est jamais là, je suis libre, et je vis au rez-de-chaussée, avec les petits du cordonnier et ceux de l'épicière. J'adore la poix, la colle, le tire-fil. J'aime à entendre le trancher passer dans le gras du cuir, et le marteau teinter sur le veau neuf, et la pierre bleue. On s'amuse dans ce tas de savates, et le grand frère ressemble à mon oncle Joseph. Il est compagnon du devoir aussi. Il a un grade, et quelquefois c'est moi qui attache les rubans à sa canne, et brosse sa redingote de cérémonie. Les jours ordinaires, il me laisse planter des clous et prendre des coins de maroquin rouge. Je suis presque de la famille. Mon père m'a mis en pension chez eux. Il dîne je ne sais où, au collège sans doute, avec les professeurs d'élémentaire. Moi j'avale des soupes énormes, dans des écuelles ébréchées, et j'ai ma goutte de vin dans un gros verre, quand on mange le chevreton. Ils sont heureux dans cette famille, c'est cordial, bavard, bon enfant. Tout ça travaille, mais en jacassant. Tout ça se dispute, mais en s'aimant. On les appelle les Fabres. L'autre famille du rez-de-chaussée, les Vincent, sont épiciers. Madame Vincent est une rieuse. Je les trouve tous gais, les gens que je vois, et que ma mère méprise parce qu'ils sont paysans, savetiers ou peseurs de sucre. Madame Vincent n'est pas avec son mari. On ne l'a vu qu'une fois, vêtu en arabe, avec un burnous blanc, mais il est resté que 2 heures, et il est reparti. Il paraît qu'ils se sont séparés, judiciairement. Je ne sais pas ce que c'est. Et il vit en Afrique. En Algère, dit Fabre. Il était venu pour chercher un de ses fils. Madame Vincent, qui rit toujours, ne riait pas ce jour-là. Il s'en fallait de tout. On l'entendait qui disait « Non, non » d'une voix dure, à travers la porte, et le petit Vincent qui pleurait. « Je veux rester avec maman. Je te donnerai un cheval, avec un pistolet, comme celui-là. » Un pistolet, un cheval? Si mon père m'avait promis cela, et en plus de m'emmener loin de ma mère, s'il m'avait pris avec lui, sans la redingote à olive et le chapeau tuyau de poil, quel soupir de joie j'aurais poussé. À la porte seulement, de peur que ma mère ne m'entendît et ne voulût me reprendre. Oh oui, je serais parti. Le petit Vincent, au contraire, pleurait et s'accrochait aux jupes. Il y eut encore du bruit, le père qui se fâchait, la mère qui parlait plus haut, et l'enfant qui sanglotait. Puis la porte s'ouvrit. Le burnous blanc passa. Il ne reparut plus. Il me fit de la peine tout de même. Je le vis qui se cachait au coin de la rue. Il regardait la maison d'où il sortait, où était sa femme, son enfant. Il resta un moment, l'air triste, et je crus m'apercevoir qu'il pleurait. Je trouve des pères qui pleurent, des mères qui rient. Chez moi, je n'ai jamais vu pleurer, jamais rire. On geint, on crie. C'est qu'aussi mon père est un professeur, un homme du monde. C'est que ma mère est une mère courageuse et ferme, qui veut m'élever comme il faut. Les Vincent, les Fabre et le petit Vingras forment une colonie criarde, joueuse, insupportable. Vous êtes insupportable, Jacques, Ernest. C'est la mère de Vincent qui veut faire la méchante et qui ne peut pas. C'est le père Fabre qui le dit faiblement avec un doux sourire de vieux. Insupportable. Ah, si je vous y reprends. On nous y reprend sans cesse et on nous supporte toujours. Braves gens, ils juraient sacrés, en lâchaient de salé, mais on disait d'eux, bons comme le bon pain, honnêtes comme l'or. Je respirais dans cette atmosphère de poivre et de pois
une odeur de joie et de santé. Ils avaient la main noire, mais le cœur dessus. Ils balançaient les hanches et tenaient les doigts écarquillés. Parler avec des velours et des cuirs, c'est le métier qui veut ça, disait le grand Fabre. Il me donnait l'envie d'être ouvrier aussi, et de vivre cette bonne vie, où l'on n'avait peur ni de sa mère ni des riches, où l'on n'avait qu'à se lever de grand matin pour chanter et taper tout le jour. Puis on avait de belles haleines pointues, on voyait luire sous la main le museau allongé d'une bottine, le talon cambré d'une botte, et l'on tripotait un cirage qui sentait un peu le vinaigre et piquait le nez. Braves gens, ils ne battaient pas leur enfant, et ils faisaient l'aumône. Ce n'était pas comme chez nous. Pendant toute mon enfance, j'ai entendu ma mère dire qu'il ne fallait pas donner aux pauvres, que l'argent qu'ils recevaient, ils l'allaient boire, que mieux valait jeter un sou dans la rivière qu'au moins il ne roulait pas au cabaret. Je n'ai jamais pu, cependant, voir un homme demander un sou pour acheter du pain sans qu'il me tombât du chagrin sur le cœur, comme un poids. Mais comment cela se fait-il, cependant ? Madame Vincent était contente quand son fils tirait un des sous de sa petite bourse pour le mettre dans la main d'un malheureux. Elle embrassait Ernest et disait « Il a bon cœur ». Madame Vincent voulait donc le malheur de son fils. Elle l'aimait pourtant, sans cela elle l'aurait donné à l'homme au bournous blanc. Ah, elles me troublaient un peu, les braves femmes, la mère Vincent et la mère Fabre. Heureusement cela ne durait pas, et ne tenait pas une minute quand j'y réfléchissais. Elles n'osaient pas battre leur enfant parce qu'elles auraient souffert de le voir pleurer. Elles lui laissaient faire l'aumône parce que cela faisait plaisir à leur petit cœur. Ma mère avait plus de courage, elle se sacrifiait. Elle étouffait ses faiblesses. Elle tordait le cou au premier mouvement pour se livrer au second. Au lieu de m'embrasser, elle me pinçait. Vous croyez que cela ne lui coûtait pas ? Il lui arriva même de se casser les ongles. Elle me battait pour mon bien, voyez-vous ? Sa main hésita plus d'une fois. Elle dut prendre son pied. Plus d'une fois aussi, elle recula à l'idée de meurtrir sa chair avec la mienne. Elle prit un bâton, un balai, quelque chose qui l'empêchait d'être en contact avec la peau de son enfant adoré. Je sentais si bien l'excellence des raisons et l'héroïsme des sentiments qui guidaient ma mère que je m'accusais devant Dieu de ma désobéissance, et je disais bien vite 2 ou 3 prières pour m'en disculper. Malheureusement, j'avais très peu de temps à moi, et mes mea culpa restaient en l'air parce qu'Ernest, Charles ou Barnabé, un Vincent ou un Fabre, m'appelaient pour une glissade, une promenade ou une bourrade, à propos de bottes ou de marmelade. Il y avait toujours quelques tonneaux, quelques baquets, quelques querelles ou quelques pots à vider pour aider la boutique ou l'échoppe, le travail ou la rigolade. Nous allions au second faire enrager la femme du plâtrier. La plâtrière était une grande blonde, à l'air très doux, fort propre, un peu languissante. Elle nous laissait nous engouffrer quelquefois dans sa chambre au milieu de nos jeux, quand son mari n'était pas là. Mais dès qu'elle l'entendait, il fallait descendre. Elle fermait sa porte et ne reparaissait que pour montrer une figure plus lasse et des hanches plus languissantes encore. Elle parlait toujours à madame Vincent d'avoir un enfant. Elle avait peur que ce ne fût pas encore pour cette fois, que cela désespérait son mari. Si un des Fabre, celui de 18 ans ou celui de 23, passait à ce moment, elle se taisait, mais lui, en manière de farce, jetait un mot qui la faisait rougir jusqu'à la racine de ses cheveux pâles. Elle essayait de sourire tout de même, mais elle semblait doucement gênée. « Vous avez du plâtre ici. » Il montrait une place blanche. « Et de l'édredon, là. » Il enlevait une petite plume sur l'épaule et hochait la tête en rigolant. « Ce monsieur Fabre. »« Mesdames, dit-il un jour, on ne les trouve pas sous les choux. » J'étais là quand il lâcha ce « on ne les trouve pas sous les choux ». Le mot m'entra dans l'oreille comme une haleine et s'y attacha comme de la poix. M'a-t-on égaré ? Ma mère est revenue. L'affaire d'héritage s'est arrangée, je ne sais trop comment. Je suis retombée sous le fouet.
et je ne suis plus libre que les jours où elle est absente par hasard.